Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici, ce premier congrès international, et je salue l'organisation extraordinaire et cette occasion que j'espère pourra être répétée dans les années qui viennent. Alors, je vais essayer de présenter ce qui pour moi est l'originalité de la phénoménologie génétique de Mark Richir, à savoir l'idée d'une architectonique phénoménologique, ou d'une architectonique prise dans un sens extrêmement littéral, non pas comme un ordonnancement postérieur de certains résultats constitutifs, mais comme une expérience qui est déjà d'elle-même multistratifiée. Et quelle en est l'originalité et pourquoi est-ce que... Mais bon, ça c'est une question que je laisserai peut-être pour la discussion parce que je ne pourrais pas tout aborder. Mais pourquoi est-ce que l'épopée hyperbolique et le soupçon amené par le malin génie est ce qui permet d'ouvrir à ce champ d'expérience multistratifiée? Pourquoi cette violence de rétraction, ce plus que par rapport à d'autres mouvements de rétraction amène le soupçon hyperbolique? Et je ferai usage de la méréologie, des termes de la troisième recherche logique, très vite. Toutes les fois que l'on parle de méréologie, c'est pour toucher à la question de la consistance, donc à la question du concret, à la question de la cohésion. La méréologie est utilisée dans le cadre de la troisième recherche logique pour essayer de dessiner ce qui est le propre des régions monde d'un côté, conscience de l'autre. Je parle de la première édition des recherches logiques. Et le propre de l'abord méréologique est de faire fi de toute substance ou de tout hypokeimenon, c'est-à-dire d'essayer de penser le concret ou ce qui se tient, non pas en présupposant une substance qui serait en dessous de ces manifestations, mais de voir en quoi c'est la concrescence entre les rien que parties qui ne peuvent pas se tenir d'elles-mêmes toutes seules, qui va amener, disons, la consistance, par exemple, de la région chose physique, à travers ces apparences que sont la forme, la couleur, l'extension, ou du côté de la région psychique, les rien que parties, je dirais, les parties absolument dépendantes que met en lumière, par exemple, la cinquième recherche logique. C'est l'idée absolument révolutionnaire de la Fundierung, selon Husserl, où il y a, dans la définition de tout au sens strict, vraiment une mise entre parenthèses ou une attaque à tout holisme, paradoxalement, en disant jusqu'à maintenant on a présupposé le concept de tout, mais finalement on peut s'en passer. On peut penser c'est tout dont on essaye de retracer la concrescence, rien qu'en pensant à la coexistence entre les parties. Alors ce qui va être très intéressant, c'est qu'il n'est pas dit, en principe, que cette coexistence est un dénominateur commun, ou se fasse à l'aune du monde, comme c'est le cas dans les recherches logiques, ou même à l'aune du présent. C'est un problème qui va évidemment nous occuper. On peut se passer, selon la définition de la Fundierung, de tout tiers englobant ou de tout cadre de concrescence. Il y a un autre bienfait assez intéressant de la méréologie, à savoir, qui est disons, détecté ou enregistré par l'idée de Méros, c'est d'arriver à localiser des hétérogènes en concrescence, mais sans avoir recours
à l'unité ou à l'intentionnalité. C'est-à-dire, c'est en ce sens que je peux dire il y a de la matière intentionnelle, il y a du sens de l'appréhension, il y a de l'horizon, il y a de la hullée, il y a... C'est-à-dire, je peux arriver à détecter des hétérogénéités sans avoir recours, comme c'est le cas dans une théorie des ensembles ou dans une théorie des relations, à des identités. Donc, dans la première édition des recherches logiques, le fait qu'il y ait un tout englobant qui est le monde fait que ces concrescences, région conscience, région monde, soient, pour le dire ainsi, plus ou moins confinées. Mais c'est le tournant transcendantal qui va intérioriser ce monde englobant dans, disons, le côté noématique, entre guillemets, de l'expérience, ce qui va évidemment faire proliférer, si l'on s'en tient au phénomène et si l'on s'en tient à la Fundirung méréologique, tout un panorama absolument foisonnant de parties hétérogènes en concrescence. Prenons l'exemple des méditations cartésiennes, cette réduction au primordial va justement montrer en quoi, ou va justement endogénéiser, pour reprendre les termes d'Alexander, des termes apparemment exogènes ou dont le caractère exogène va être intensifié du fait de leur endogénisation. Pour comprendre, pour avoir affaire à ce phénomène verre d'eau, je devrais par exemple présupposer l'intersubjectivité transcendantale. Je devrais présupposer, comme partie concrécente, l'horizon interne, l'horizon externe, même les habitus. Donc il y a tout un foisonnement qui tient au fait de rester, de se tenir au phénoménologique et de ne pas présupposer des hypokeimena. Donc d'observer cette clause apparemment limitative et souvent mal interprétée du principe des principes. Rester dans les limites de la phénoménalité. Paradoxalement, c'est du fait de rester dans les limites de la phénoménalité que l'on a affaire, ou que se dévoile à nous, ce panorama d'hétérogénéité en concrescence que la méréologie va être à même de récupérer. Et d'autant plus en régime de phénoménologie transcendantale. Mais va se poser le problème qu'aborde justement l'architectonique phénoménologique de Richir, de savoir si de façon sournoise il n'y aurait pas un autre troisième terme englobant qui est en train d'écraser la phénoménalité des phénomènes, à savoir un troisième terme qui serait le présent, ou qui serait le fait que les actes de constitution se font au présent selon ou prennent place dans la continuité des présents. Car il est vrai que nous vivons toujours au présent, que nous avons toujours vécu au présent, en un sens, et que nous ne l'avons jamais quitté, que nous ne le quitterons que sous condition de mort, et en ce sens, d'aucuns n'oseraient nier que les actes d'une subjectivité se font et se vivent nécessairement au présent. Et il est tout à fait légitime d'insister sur cette réduction au présent comme réduction au présent vivant pour essayer de lever l'anonymat phénoménologique. Les objets qui sont là, ce ne sont pas des sens qui tombent du ciel, c'est des sens qui ont été constitués par des actes eux-mêmes constitués au présent par l'intentionnalité longitudinale. Donc l'acte méthodique fondamental de la phénoménologie, la réduction, peut s'entendre comme une réduction au présent vivant. Tout l'effort de Richir et de ce que j'essaye ici de partager avec vous, c'est de mettre en place toute une série de synonymies cassées ou de décohérences, à savoir, vivre n'est pas exclusivement vivre au présent ou vivre selon le présent continu, et il y a des composantes qui contribuent à la concrétude de l'expérience,
et qui sont nécessairement non présentes. Il y a une contribution de l'originairement non présent à ce que Richir appellera la présence, mais d'une façon encore plus radicale que chez Husserl ou que chez Fink. C'est ce qu'on va essayer de voir. Ainsi, face au prestige du présent, Richir insiste sur ce fait remarquable que l'expérience d'un sujet se fait sur plusieurs portées à la fois, selon plusieurs espaces-temps, comme si le maintenant, sous son apparente massivité, cachait un ou plusieurs doubles fonds. Pour nous mettre d'emblée dans le sujet, on peut se rapporter au texte que j'ai ici cité en texte numéro 4. On va laisser de côté le texte 5, mais qui le complète, qui est un texte d'un article publié dans Alter, Vie et mort en phénoménologie. Et Richir nous dit, du point de vue des concrétudes phénoménologiques, préparés que nous sommes à ne plus concevoir le vivre comme vivre de quelque chose d'actuellement présent, nous commençons à comprendre que nous ne vivons jamais sur un même plan à la fois, ni selon la structure matricielle uniforme de la temporalité, qu'elle soit husserlienne ou heideggerienne. Il y a toujours en nous à la fois de l'enfance, de l'adolescence, de l'adulte et du vieillard. Notre vivre plonge toujours de manière extrêmement subtile, car différenciée de façon prodigieusement complexe. C'est intéressant ce différencier. Dans l'archaïque, ce n'est que notre finitude phénoménologisante qui peut faire paraître l'archaïque comme absolument mélangé. Mais de lui-même, il est différencié. Il y a de l'hétérogène, en concrescence, même dans l'archaïque. Prodigieusement complexe, je reprends, dans divers styles ou diverses figures de l'absence. Et nous sommes toujours multiplement traversés par divers rythmes de temporalisation, le plus souvent inaccomplis. Les uns très lents, les autres très rapides. Alors, il s'agit justement, pour le phénoménologiser, qui prend son élan depuis le présent, de ne pas brouiller ce qu'il essaye de tirer au clair. Et c'est en ce sens que sera invoquée l'hypothèse, le soupçon hyperbolique du malin génie qui, pour le dire ainsi, ouvre à un autre type de soupçon, qui est un soupçon architectonique par rapport à la massivité du présent. Sous la massivité du présent se cachent divers rythmes, divers registres qui ne sont pas de l'ordre du présent, sans quoi on n'arriverait pas à comprendre la concrétude du présent. Dès lors, le maintenant impressionnel ne peut plus être l'emblème d'une plus grande proximité avec la vérité, comme cela pourrait être le cas chez Michel Henry, mais, dans le meilleur des cas, l'indice d'un fratras de phénomènes qu'il convient de déployer, d'épancher, d'aérer, puis d'affiner, et ce à l'aune d'une sorte de soupçon que je viens d'appeler soupçon architectonique. Que fait l'hyperbole ? L'hyperbole, elle dégage l'expérience pour le sujet d'un radical se recevoir à même d'autres mondes sous les auspices d'horizons d'absence autres que ceux de ce monde, ou que ceux du monde depuis lequel prend son essor la réflexion phénoménologisante. Le sujet est donc plus profond que les limites découpées par le versant subjectif de l'a priori de corrélation impliqué dans la constitution de ce monde-ci. On va lire un passage très évocateur de Phénoménologie en esquisse, et c'est le passage du texte 6, donc page 4, la dernière page, où il nous dit « Parfois, telle couleur, à l'instar du jaune de Bergotte, telle Stimmung, qui a toujours ses caractères, tel paysage, nous paraît surgir de nulle part, en vue de nulle part. Nous retourne énigmatiquement jusque dans nos profondeurs les plus intimes, nous émeut comme dans une divine surprise, nous arrache à notre âge et aux contingences de la vie, nous donnant l'impression que nous n'avons jamais vieilli et ne devrions jamais vieillir. » En fait, là est en place
disons, la cellule fondamentale de l'analyse phénoménologisante, qui consiste, d'un côté, en une sorte de rétraction phénoménologisante qui peut prendre plusieurs formes, par exemple réduction au primordial, ou bien des sortes d'exagérations, pour le dire ainsi, contraperceptives. Annihilation du monde, qu'est-ce qui se passe, toutes sortes d'époquets, où ce qu'on va faire, c'est compléter la concrescence qui est déjà appelée par un rien que parti qui s'avance. Dans ce cas, telle ou telle couleur. Cette force d'arrachement n'est autre donc que ce que j'avais expliqué au début, à savoir la concrescence, le rapport entre rien que parti, appliqué au tournant transcendantal de la phénoménologie elle-même. Donc cette force d'arrachement n'est autre que celle parfaitement générique de l'a priori de corrélation, compris comme concrescence de deux parties dépendantes. Génériquement, ce qui est de l'ordre de la vie et ce qui est de l'ordre du monde, mais en régime de phénoménologie transcendantale. En tout cas, l'a priori de corrélation entre la vie et le monde n'est pas brisé selon ces expériences. Il y a chez Richir une attention à ce que Husserl appelait régionalisation de l'évidence, fût-ce aux dépens du présent. Il n'y a donc pas ici de dépassement, de rupture de l'a priori de corrélation en tant que tel. Il y a bien plutôt une sorte d'approfondissement architectonique de celui-ci. Et j'irais même jusqu'à dire, et c'est ce que montre le passage qui vient juste après, que je ne vais pas lire pour gagner un petit peu de temps, qu'il y a une intensification donc, de cette a priori de corrélation. Pourquoi intensification ? Justement parce qu'il y a des registres architectoniques où la concrescence a lieu sans l'entremise du présent, par devers, en deçà du présent. Et c'est justement ce que nous montre ce tout dernier passage, où il y a revirement des horizons de passé et de futur transcendantal, sans passer par le présent. Donc concrescence sans passer dans le présent. Donc mise à contribution de l'idée de fundirung méréologique qui présuppose, dont la concrescence ne se fait pas à l'aune d'un troisième terme. Il n'y a pas de commun dénominateur de la phénoménalité. Il n'y a pas de phénoménalité. C'est pour ça qu'il y a chez Richir des phénomènes, justement. Or, la méréologie permet de penser cette absence de troisième terme. La concrescence se fait donc sans avoir à composer avec la forme du présent, sans qu'elle se fasse à l'aune du maintenant ou du présent vivant. Et c'est bien ce qui permet une affection en présence, mais aussi sans présence ou au-delà de la présence, aux lisières du monde, et qui est aussi en un sens une affectation, je suis arraché, aux lisières, un arrachement forcé, soumis à la rigueur de cette concrescence elle-même. Donc, on a, dans ces textes et dans des poèmes que l'on va lire tout de suite, ou du moins auxquels on va faire référence, un dénivellement architectonique entre le moment où la réflexion se fait et ce qui est dégagé. Ce qui est dégagé est une concrescence de ma propre subjectivité à des niveaux absolument insoupçonnés, à tel point que je prends conscience de cette part subjective intime qui était enfouie, parce que j'ai libéré, en me mettant entre parenthèses moi-même, en l'occurrence en invoquant le malin génie qui met entre parenthèses le caractère impressionnel et présent du cogito, des choses qui étaient enfuies et qui étaient encore, et des concrescences, je largue les amarres de concrescence de mon intimité avec les lisières du monde. Il y a une récupération, comme on le sait, de la part de Richir, du doute hyperbolique cartésien. Et il était amené à dire, attention, Husserl n'a pas compris Descartes. Et en fait, il critiquera après, évidemment, la façon dont Descartes s'en sort. Mais il va faire justice au simple fait d'avoir posé le soupçon hyperbolique, au simple fait d'avoir fait l'hypothèse d'un malin génie. Mon cogito ne m'appartient pas.
par l'instillation, par le doute instillé, par l'hypothèse, ne serait-ce que l'hypothèse d'un malin génie. Avant de revenir à ce que Descartes récompose, oui, c'est finalement moi qui en fais l'hypothèse, donc je ne peux pas douter du fait que je doute, Richir dira, attention, il y a des choses qui se sont passées dans ce moment de simple soupçon, en un sens parfaitement fou. Ce qui s'est dégagé, c'est justement, non pas la contradiction performative, pour le dire ainsi, que Descartes va mettre en lumière, mais un étagement architectonique. Il y a déjà, du fait de ce soupçon, des concrescences du plus profond de ma subjectivité qui, telle la mer allait avec le soleil, pour reprendre cette métaphore de Rimbaud, vont faire concrescence avec des lisières du monde qui n'étaient pas manifestes. Donc on a toujours cette partie, ce rien de partie qui s'avance, et cette façon de faire un appel d'air et qui trouvera sa plus grande radicalité dans l'invocation du malin génie, pour qu'il y ait d'autres parties qui viennent compléter la concrétude de l'expérience. Donc voilà, toute la difficulté est de ne pas lester ce que le phénoménologisé pris lui-même en hyperbole par l'invocation du malin génie a ouvert, à savoir ne pas lester cette en présence de l'impressionnalité du présent. Et donc c'est ce que pointe le passage qui vient juste après. Et donc juste après ce passage que j'ai, qui se trouve dans vos photocopies, Richir va dire juste plus loin, c'est comme si par là nous n'étions encore et toujours que lisière du monde, ou de monde pluriel que nous le faisons contrevoir. C'est-à-dire, on a donc deux positions, une position phénoménologisante qui est architectoniquement dénivelée par rapport à ce qu'elle met en lumière, qui est une partie d'elle-même qui fait concrescence d'une façon encore plus profonde. Donc, effectivement, cet adulte qui ne comprend pas comment est-ce que c'est comme si on n'avait pas à vieillir, c'est comme si... Il y a un poème de García Lorca que j'ai cité plusieurs fois et que je n'ai pas repris ici. Une promenade au long d'une rivière un après-midi, et où il y a donc une suspension, il y a finalement un phénomène de sublime, et où il y a effectivement ce dénivellement architectonique qui fait que, depuis mon présent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, dit-il dans le poème, mes choses essentielles me viennent comme du dehors. Et c'est à s'installer, c'est à prendre assise sur ces choses essentielles qu'il va se dire en retour, quelle étrange chose que de m'appeler Federico. Voilà, c'est du coup après le moi symbolique qui va apparaître comme absolument arbitraire, alors que le moi profond va, en un premier moment, paraître comme étrange. C'est parce qu'il y a un dénivellement architectonique. Mais ce moi transcendantal, cette partie de moi qui est à même les lisières du monde, n'est pas lui-même une partie du monde. Je voudrais ici faire remarquer que cet approfondissement architectonique de l'expérience est une critique à l'impressionnalité du présent chez Henri, et une critique à la conséquence que l'on peut tirer de cette expérience sublime qui serait mon appartenance au monde. En fait, mon appartenance, il y a toujours une partie de subjectivité qui, en un sens, fait face au monde et entre en concrescence avec le monde. Sauf que depuis le niveau architectonique où je fais l'analyse et qui est nécessairement dérivé, il appartient comme trop en coalescence avec le monde, de telle sorte que je serais presque amené à dire ça fait partie du monde. Mais je pense que le dualisme n'est pas brisé et qu'il y a une autre conséquence non barbaracienne à tirer de ce genre d'expérience, qui est le fait de se recevoir à même le transcendantal de telle ou telle
autre monde. Ce que nous avons donc affaire à des sortes de phénoménalisation accidentelle, en fantasia presque, de concrescence, auxquelles nous n'étions pas censés assister, qui nous traversent et auprès desquelles nous nous trouvons subitement affectés. Il peut s'agir, comme dans le poème de Rilke, qui est ici cité, je contrôle un peu, il peut s'agir d'un jour de pluie, par exemple, où on a encore une fois l'exemple d'une impression qui s'avance et qui va requérir de moi quelque chose qui n'est pas de l'ordre de mon présent. Quand il dit, es wäre gut, viel nachzudenken, von so Verlorenem etwas auszusagen. Comment ça se fait que tout cela ne soit plus là? Von jenen langen Kindheit-Nachmittagen, die so nie wieder kamen. Und warum? Noch mahnt es uns vielleicht in einem Regnen, aber wir wissen nicht mehr, was das soll. Nie war das Leben von Begegnen, von Wiedersehen und Weitergehen so voll wie damals. Je m'arrête ici un moment. Donc voilà, là, on a encore ces deux niveaux où l'adulte ne comprend plus, alors qu'il est en contact à nouveau avec cette Leiblichkeit de l'enfance qui était elle-même transpassible à une diversité de phénomènes qui, racontés depuis le présent de l'adulte, paraissent presque contradictoires. Comment est-ce possible qu'il y ait eu de la place, que les phases de présence de l'enfance, à la faveur de ces longues après-midi, puissent faire place à tellement de rencontres? Nie war das Leben von, voilà, Wiedersehen, Begegnungen. Et, voilà, si l'on continue, wie damals, da uns nicht geschah als nur, was einem Ding geschieht in einem Tiere, da lebten wir wie Menschliches das ihre und wurden bis zum Rande voll Figur. Et c'est très intéressant, la dernière strophe, und wurden so vereinsamt wie ein Hirt und so mit großen Fernen überladen und wie von weit berufen und berührt. Et vraiment, les dernières strophes sont essentielles pour ce que j'essaye de mettre en lumière. Und langsam wie ein lange neue Faden in jene Bilderfolgen eingeführt, in welchen nun zu dauern uns verwirrt. On ne sait plus quoi en faire, et c'est cette expression très allemande et difficile à traduire. Wir wissen nicht mehr, was das soll. À quoi est-ce que cela rime? À quoi est-ce que... C'est ce que l'on retrouve aussi dans le poème de Antonio Machado, donc que j'ai ici recopié pour vous, et nous pouvons observer en tout premier lieu que Antonio Machado évoque, ça serait un petit peu long de le lire, mais il s'agit donc d'un adulte aussi qui est en train de voir comment cette temporalisation de l'enfance est donc en coalescence avec des rythmes que la phase de présence ou les phases de présence dont lui, adulte, est capable, n'arrivent pas à tenir ensemble. Enfin, voilà, et qui paraîtraient donc dès lors contradictoires. À savoir des rires éternels qui ne sont pas joyeux, des vieilles larmes qui ne sont pas amères et qui rentrent directement en contact avec une affection proto-ontologique qui est absolument claire, mais dont l'histoire ne peut pas être contée. Mais c'est que les enfants eux-mêmes n'en ont pas besoin. C'est nous qui commandons cette histoire, mais le sens qui est en coalescence avec ces rires éternels et ces larmes qui ne sont pas joyeux, et ces vieilles larmes qui ne sont pas amères, c'est un sens qui ne peut pas être dit avec nos mots, nous, d'adultes. Et c'est comme si l'éternité des rires les portait en deçà de quoi? De la joie exprimée ou de la joie réelle, de la joie qui sature un présent. Et peut-être même vers une joie plus profonde, qui n'éclot pas, qui n'a pas à éclore dans le présent.
De la même façon, le caractère vieux, le caractère archaïque, immémorial des larmes les situe d'emblée en deçà de leur qualité d'amertume ou de larmes effectivement pleurées. Or, si les rires éternels ou les vieilles larmes ne sont ni de joie sonore, ni d'amertume gustative, ce n'est pas, comme pourrait le faire penser une exégèse ici bêtement symbolisante, parce qu'elles seraient spirituelles ou abstraites. C'est même tout le contraire. C'est parce qu'elles sont éminemment concrètes, éminemment réelles, en un sens plus profond, éminemment charnelles et vivantes ou leiblich. Et nous soutenons qu'elles sont bel et bien ressenties, mais justement, elles le sont à un autre registre. Les vieilles larmes et les rires éternels relèvent d'une affectivité proto-ontologique qui s'est déjà proto-temporalisée avant, à part et en écart de son devenir affect ou de son éventuelle transposition architectonique en affect. Quel affect ? Celui de l'amertume et des joies communes avec présent assignable. Or, le registre archaïque où les rires éternels et les vieilles larmes font concrescence, avec ses horizons de monde, est à distance ou en écart dans ses cohésions et ses revirements par rapport au rire factuel. C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi d'apparentes contradictions. La façon dont ces rires éternels et ces larmes vieilles passent l'un dans l'autre, à part le présent, peut paraître, si transposé au présent, contradictoire. Ça peut par ailleurs expliquer le passage qu'il y a dans l'allégresse, dans la joie profonde et la douleur profonde effectivement vécue. Ça peut expliquer en quoi une joie profonde peut, certes à un autre rythme, mais tout de même passer dans une tristesse extrêmement amère. Et comment cela peut revirer. Même dans le présent intentionnel, mais c'est parce que ces affects sont eux-mêmes habités en fantasia par une partie virtuelle, si l'on peut dire ainsi, qui appartient à un autre registre. Ce qui est très important de voir, c'est que le sujet est en train de vivre ici en quoi il y a non pas l'hétérogénéité horizontale au sein d'un registre, mais un autre type d'hétérogénéité qui n'est pas elle-même concrescente, mais je dirais résonante, entre divers registres de phénoménalité. Je ne peux pas pleurer ces larmes vieilles, sinon je casserai leur concrétude à leur niveau. Et donc c'est ce qui nous mène à nous poser la question de justement de la spécificité de cette phénoménologie génétique richirienne par rapport à d'autres architectoniques, à la lumière de ce que nous venons de traiter. Et ça sera ma conclusion. Cette différence repose en ceci que, chez Richir, le destin de l'archaïque n'est plus nécessairement dans ce qui sera présent, dans ce qui sera constitué. Encore moins dans l'évidence ou le constitué final monde tel qu'on le connaît, tel qu'on s'y reconnaît. L'archaïque, pensons par exemple à la quantité foisonnante de sens à faire, prélevée rien que dans le côté perceptif d'une Wahrnehmung. En fait, l'archaïque, dès lors qu'on se situe dans une phénoménologie architectonique au sens fort, n'est pas fait de proto-choses, comme cela est compris dans Erfahrung-Urteil ou dans les analyses sur la synthèse passive, mais il est fait, ce sont des sensations, si l'on veut, qui ne sont pas en présent et qui sont originairement en coalescence
avec des mondes entreaperçus, mais qui n'ont pas ni le temps ni l'espace de se temporaliser, spatialiser, c'est-à-dire de se phénoménaliser à l'aune des phases de présence dont nous sommes nous-mêmes capables. C'est-à-dire que l'archaïque n'est pas dans une phénoménologie architectonique entendue au sens strict et presque littéral, comme expérience multistratifiée. L'archaïque n'est pas lui-même en défaut de constitution, pour dire ainsi. Il est fait de mondes où se déploient des concrétudes qui n'ont pas à être reprises en vue d'une quelconque stabilisation. Il y a plutôt chez ces concrétudes une indifférence. Elles ne nous attendent pas, et elles n'ont pas à nous attendre pour faire concrescence à leur registre. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas à composer avec une quelconque aperception transcendantale. Elles font disruption par rapport à notre présent vivant. Elles sont reprises, si l'on veut, on peut en revenir, dans ce que Richir appelle cogito hyperbolique, mais qui n'a rien d'un cogito, ou de la reprise du cogito qu'a fait, par exemple, Michel Henry, justement. C'est même le contraire. Et c'est en ce sens qu'on peut déceler chez Richir une sorte d'empirisme inversé. Il y a certes empirisme, au sens où Husserl disait que les phénoménologues étaient les vrais empiristes, mais indéniablement inversé par rapport à l'empirisme classique. Les données originaires ne sont pas des sense data qui satureraient tout l'espace de la databilité, ou qui seraient des phénomènes saturés, rappelant que le phénomène saturé chez Marion est quelque chose qui sature tout horizon d'absence. Donc là, il y a une énorme différence, puisque c'est tout le contraire qui se produit. Il y a des aïsthésèis, donc qui ne sont pas donnés de façon impressionnelle et qui sont en stricte coalescence avec des horizons prototemporels d'absence. Ce qui va le moins de soi chez Richir, c'est justement le présent. C'est justement le présent ou ce que constitue l'intentionnalité longitudinale, ou une certaine interprétation de l'intentionnalité longitudinale, le caractère continu des présents. Ce qui est remarquable, c'est, ou ce qu'il faudrait se demander, c'est, il n'y a tout de même pas une renonce à faire une phénoménologie transcendantale. Sauf que cette phénoménologie transcendantale, elle se fait depuis des phases de présence qui sont originairement décentrées. Comment faire une phénoménologie transcendantale en périphérie ou en reconnaissant que le lieu où le sens se fait est périphérique. Donc c'est en cela que j'ai aussi recopié, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il est là pour vous, ces entretiens, ou cette citation des entretiens avec Sacha Carlson, où il parle de synthèse passif de deuxième degré, où au sein d'une phase de présence, le présent est décentré, la phase de présence essaye de se tisser par rapport à ses concrétudes, à ses rien que parties, mais il y a aussi un décentrement de la phase de présence elle-même par rapport à d'autres phases de présence possibles. Comme si, disons, ces rythmes que va rencontrer une phase de présence appelaient aussi à d'autres possibles phases de présence, à d'autres possibles mondes, comme si les Wesen sauvages étaient, pour le dire ainsi, des pivots, ou comme s'ils étaient pluriemployés dans différentes phases de présence. C'est quand même très surprenant, et ça sera ma conclusion, qu'il n'y ait pas donc une renonce à faire de la phénoménologie transcendantale, à ne pas tirer d'autres conclusions comme la phénoménologie doit être fondée dans une cosmologie ou dans quelque chose qui va au-delà du phénomène, par exemple la donation, ou tout simplement un retour à ce qui était avant le renversement copernicien. Il y a, de par ce décentrement, un au-delà du renversement copernicien, mais le renversement copernicien reste un acquis. Voilà.